Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec Croc. Bonjour Croc. Bonjour. Ravi de te recevoir au chalet. Bonjour Grégory. Bonjour. Tu es l'auteur de Bureau of Investigation, Oui. un jeu qu'on a présenté dans le studio. On a passé un petit moment à le décrire, à vous le faire découvrir. On espère que vous en avez une bonne idée maintenant et l'envie d'y jouer. Et là on se retrouve à l'étage d'un monde de jeux du chalet pour passer un petit moment ensemble. Comme d'habitude dans ce format, j'ai mon téléphone à la main. Sur ce téléphone, je consulte pas mes mails. Je suis très poli, t'inquiète pas. Le pire, c'est les gens qui ont les montres d'Apple là. Ah oui. Parce que t'as l'impression qu'ils se font chier, mais en fait ils reçoivent des SMS ou des trucs. Mais ça fait qu'ils regardent Julien, hein, si tu c'est bien de toi dont je parle là. Et il passe son temps. Et c'est hyper chaud. Une fois que tu sais qu'en fait c'est pour le boulot, c'est pas gênant, mais sinon c'est pour le boulot, ouais. Parce que c'est pendant les autres boulots, pendant les tests, tu dis ah putain ce jeu-là il leur plaît pas, ils arrêtent pas de regarder. Mais en fait c'est que ils reçoivent ces SMS et ces machins. Je regarderai donc mon téléphone pour vous envoyer des images sur lesquelles vous allez pouvoir réagir. Ah d'accord. Donc là par exemple, on a une image de Bureau of Investigation, donc voilà. un jeu que vous sortez. Excellent, vraiment. Et vous voyez qu'autour de nous, on a quelques boîtes de Sherlock Holmes Détective Conseil, puisque c'est le nouveau jeu de la gamme. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu, mais on en a déjà parlé pas mal en bas. Donc on va aussi évoquer d'autres sujets qui nous font plaisir, d'autres jeux, et puis votre parcours. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à dire des choses que on gardera pas forcément parce que c'est monté. Donc j'ai mis quelques images quand même de ce nouveau jeu qui vient d'arriver. Donc ça c'est les images qui sont disponibles sur le site internet. On a astucieusement caché tout ce qu'il fallait pas. Ouais, bah là a priori on peut le montrer ça. Ça on peut le montrer, ouais. Parce que c'est un jeu dans lequel il faut pas montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, on se gâche des surprises, quoi. Ouais. On est d'accord. Après c'est un double effet, c'est que quand tu regardes et que tu sais tout ce qu'il y a dans la boîte, tu dis là on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ouais. Moi ça a été ma première réaction. Il y a plus que ça. Ouais. Quand j'ai vu c'est copieux, c'est copieux. Non mais attendez, l'enveloppe est vachement plus épaisse en vrai, etc. Parce que c'est des trucs rendus par ordinateur, ça c'est pas. Ah ouais, je sais pas. Sacrée quantité de choses à l'intérieur. Et oui, là, l'enveloppe que vous voyez là sur la carte, elle est très clairement vide là, l'enveloppe. Alors que dans la réalité, elle est un petit peu. Donc ouais, c'est vrai que quand je l'ai vu moi la première fois, je me suis dit, oh là là, mais ils vont croire que la boîte est vide, tu vois. J'étais un peu. Mais après c'est leur boulot et ils savent ce qu'ils font donc. Elle est encore vide là. Donc il s'agit d'un jeu d'enquête dans lequel on part dans l'univers de Lovecraft, on va découvrir des choses qui se sont réellement passées, c'est comme ça que tu nous l'as présenté en bas. Oui. Tu insistes sur le côté réaliste parce qu'il faut toujours jouer un petit peu sur un peu d'humour quand même. Ah bon? Alors il y a un vrai côté réaliste, c'est-à-dire il y a de vraies recherches. Ah mais tiens, il y a un truc rigolo qu'on peut raconter, c'est que j'ai vraiment embêté Croc, et puis Croc en fait était en barrage pour défendre les graphistes. Par exemple, il y avait plein d'illustrations qui avaient des petits bouts de scotch. Je pense qu'on peut le. Oh voilà. Ah, voyez, regardez la tête de Croc. Mais vraiment, mais c'est le dossier de la mort, ça. Il voulait qu'on enlève le scotch parce que le scotch a été inventé 6 mois après ça, quoi. Ah oui, 6 mois. Et donc, il y avait donc les graphistes collé les aides de jeu, des petits bouts de scotch transparents. Ce type, quoi. Les graphistes, surtout les graphistes, hein. Ils ont enlevé tous les bouts de scotch, ils avaient mis des bouts de scotch pour genre ça fait ambiance, tu vois. Ça fait joli. Il n'y avait pas de scotch à cette époque-là. C'est important parce que si les fans de scotch, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà. Voilà, ouais, je peux être un peu. Voilà, alors, un an et demi de boulot avec ce type. Voilà. Tu t'es renseigné avant pour vérifier qu'il n'y avait pas de scotch. Oui, en fait, bien sûr. Non, j'ai vu alors je me suis renseigné sur plein de trucs, sur les méthodes ou sur les empreintes, par exemple. Il y a un moment donné, il y a une histoire d'empreintes. Est-ce qu'il y avait des empreintes digitales à ce moment-là, ce genre de truc? Et sur le scotch, en fait, je vois du scotch transparent et je me dis, tiens, hop. Et puis j'ai fait un petit Wikipédia, hein. J'ai pas fait des recherches pendant 4 ans sur le. Et puis là, je regarde la création du scotch transparent. Il y avait du scotch, mais pas transparent à l'époque. C'était 6 mois plus tard, ouais. Donc lui, ça lui prend 10 secondes, et puis les mecs ils disent, ça leur prend 5 heures. Alors, forcément, normalement, s'ils ont bien fait leur travail, ils ont gardé tous les les PSD avec. C'était un piège pour savoir s'ils n'avaient pas écrasé toutes les images. Oui, d'accord, bien sûr. Et puis après, il y a la grosse enveloppe, c'était que des trucs comme ça, parce que là, par contre, c'était important, il y a des dates entre les documents et ainsi de suite. Donc là, ouais, je les ai beaucoup embêtés, les graphistes. Donc, tu es l'auteur de ce jeu. Et je les remercie. C'est un jeu d'enquête qui va nous emmener dans un univers assez particulier, mais on a très bien compris de quel univers il s'agissait, sur une mécanique qui, à la base, part de Sherlock Holmes Détective Conseil, un jeu que les gens connaissent bien, j'espère en tout cas qu'ils connaissent bien,
Mais maintenant, le temps d'un jeu passe tellement vite que j'ai l'impression qu'il est ressorti en France en 2011. Est-ce que les gens le connaissent encore bien, Sherlock Holmes Detective Conseil? Oui, parce qu'il y a quand même des boîtes qui sont sorties très récemment. Oui. Les Francs-Tireurs, c'est les années dernières. Si on compte pas les années qui n'ont pas existé, là. Ouais, 2021, oui. Mais parce que tout l'année dernière, c'est 2019 en fait. On est d'accord. Bon, on avait fait des choses quand même pendant ces 2 années. Mais par exemple, je pense que pour moi, les Francs-Tireurs, c'est l'année dernière, mais en fait, c'est 2019. C'est probable. Je pense. Ouais. Ah, c'est pas si vieux, je pense. Peut-être 2020, je pense. Donc oui, et ça continue à très bien se vendre, les Sherlock Holmes Detective Conseil. Il est juste là derrière, effectivement, les Francs-Tireurs. Ah, on peut peut-être regarder la date. C'est toujours une grosse vente. Est-ce que tu connais les ventes des jeux? 2020. Bon, ça va. Voilà. Non, je n'ai aucune idée. J'essaye de rester un petit peu éloigné des chiffres de vente parce que je suis pas sûr que ça serve vraiment le travail de créateur. Faire des choses pour que ça se vende, je suis pas sûr que ça marche. On l'a déjà fait, on va pas citer les noms parce que c'est assez ancien. Mais quand on a essayé d'aller vers des trucs qui se vendent, que ce soit par un choix de couverture, soit par un choix de game design, ça, je pense que ça marche pas. Les ventes, elles arrivent si elles arrivent. Donc, du coup, je m'occupe pas tellement des chiffres de vente, quoi. Et de ton côté, est-ce que tu as la pression par rapport à ce... Est-ce que tu t'es mis toi-même une pression sur ce jeu? Tu veux absolument que ça marche. Il faut que ça marche. Après, tu veux prendre ta retraite. Ouais, il y a un peu ça, mais ça c'est à moitié une plaisanterie. Non, mais il y a mon nom sur la boîte. Donc tu as un petit peu d'appréhension. C'est ton bébé en fait. Ouais. Donc c'est un peu comme quand tu veux que ton bébé il réussisse et ainsi de suite. Tu as investi, et puis surtout, il y a les graphistes que j'ai embêtés. J'aimerais autant ne pas les avoir embêtés pour rien. Bernard Bittler aussi qui a fait plein d'illustrations pour une des enquêtes. Là, je l'ai vraiment embêté aussi sur certains dessins, tout ça. T'es pas tout seul non plus, donc oui, t'as envie que ça marche, mais... Le truc, c'est que je pense qu'on est tiraillé entre le fait que on a envie de faire le meilleur travail possible, et que d'un autre côté, c'est quand même que du jeu. Donc c'est pas... Il n'y a pas des gens qui vont mourir. Enfin, tu vois, c'est pas... on n'envoie pas une fusée dans l'espace. Mais, par contre, on est quand même le plus pointilleux possible qui peut être humainement. Donc on est tiraillé entre le fait que ce soit un loisir et le fait qu'il faut être extrêmement pointu parce qu'il faut faire son travail extrêmement sérieusement. Donc voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est... Mais je pense que c'est valable pour toute industrie de loisirs. C'est que ça peut bien se passer, par exemple pour un humoriste ou un groupe, ça peut bien se passer si tu répètes pas, t'arrives, machin, et à la fois il y en a aussi d'autres qui répètent, qui font des soundchecks hyper précis, machin, et au final les deux trucs peuvent sembler être pareils, mais bon, c'est aussi des façons de travailler différentes, je pense. Mais d'un autre côté, quand on publie un jeu chez Space Cowboy, on sait maintenant qu'il y a peut-être une attente. Alors je sais pas si de ta part, j'en sais rien, mais de la part de la structure qui fait qu'un jeu Space Cowboy qui fonctionne, c'est pas un jeu qui vend 5000 exemplaires. Je pense que le problème du chiffre d'affaires, oui, c'est qu'il y a très clairement, et pas seulement Space Cowboy, tout Asmodée, il y a des chiffres qui nous satisfont et des chiffres qui nous satisfont pas. Je prends par exemple un exemple assez lointain, mais qui veut dire quand même ce qu'il veut dire. Elysium, par exemple. Ouais. On le considère comme un succès parce qu'on a eu une quantité de ventes qui, pour un jeu core, pour un jeu expert, nous a semblé rassembler le plus grand nombre de joueurs possible. Oui, par rapport et après, voilà, si un party game il se vend pas à, je sais pas, 50 000, 100 000, ça n'a pas de sens. Un wargame hyper compliqué ou un jeu de figurines hyper compliqué, s'il se vend à 1000, c'est déjà très bien. Donc voilà, en fait, le truc c'est qu'il faut que le jeu il touche que tout le public potentiel qui devrait aimer le jeu, il est touché par ce jeu, quoi. Oui, c'est l'objectif. Alors, j'ai pas présenté Croc plus en détail parce que pour moi, Croc ne se présente pas, mais c'est un avis de quelqu'un qui est dans le jeu depuis un certain temps, et j'ai parlé de toi à Sylvain, par exemple, et on se rend compte que tout le monde ne connaît pas les gens de la même façon. Sylvain te connaissait évidemment, mais par le biais de Trick Track, en fait. C'est ça qui est très surprenant. J'ai un de mes amis qui a engueulé un mec dans la rue parce que il m'a demandé un autographe. Ça m'arrive quand même de temps en temps, plus au Hellfest que dans la rue, mais quand même.
Et le mec fait, ouais, j'adore ce que vous faites dans Trick Track. Et alors mon pote, ça lui a pas plu. Moi, ça me va, parce que c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai quand même eu une autre carrière avant, quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Donc on va parler un petit peu de cette autre carrière. Mais là, en ce moment, tu travailles chez Space Cowboy. T'es un des fondateurs, on va dire, de cette maison d'édition, même d'Asmodée, d'une certaine aussi, manière. d'Asmodée aussi, et de Space Cowboy aussi, oui, tout à fait. Bien Donc sûr. on va parler un petit peu de tout ça. Mais il y a toute une nouvelle génération de joueurs qui ne connaissent peut-être pas les grandes figures. Il faut savoir que on en a reçu quelques-unes maintenant au chalet. On est toujours surpris quand les gens se déplacent jusqu'au chalet, mais recevoir Croc au chalet, pour nous, c'est un achievement d'une certaine manière. Je veux pas Ouais, c'est gentil. Je veux pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est toujours spécial. Moi, j'ai du mal à recevoir ce genre de messages habituellement. Donc j'imagine, parce qu'on se projette, que toi c'est pareil. Je veux pas trop te faire de compliments. Je voudrais pas que tu le prennes mal. Mais pour nous, c'est une touche. J'ai eu un copain au téléphone, j'ai eu Jube, qui m'a dit, oh là là, tu reçois Croc, puis en plus il est de la région, puis c'est toute ma jeunesse, puis quand je vais dire ça au copain, donc ça Alors, il pouvait pas venir se voir. La région, je suis versaillais, mais c'est vrai que ma maman est en Franche-Comté, donc du côté entre Vesoul et Grès. C'est comme les sportifs, quand ils sont passés un petit peu dans le club du coin, il est de la région. Donc, dans la ville de naissance pas de la naissance de ma maman, mais de ses parents, qui s'appelle Vannes, donc à côté de Dampierre et tout ça, il y a deux joueurs de l'équipe de France de football, là, c'est Hernandez, je crois, et ils sont de ce village-là, ouais. quoi. Et qui était à la... C'était quoi, là, le sport, moi? C'était la Coupe du Monde, là? Ouais, Théo Hernandez et... Voilà, c'est ça. Ah, bon, voilà, t'en connais un peu plus, quoi. Ouais, alors, donc, il y a deux personnes célèbres, moi, et donc, des joueurs d'équipe de France, voilà. Je dessine pour l'équipe, donc il y a un tout petit peu au courant. Voilà. J'ai dit, mince, le nom de son frère, je l'oublie. Lucas Hernandez, voilà. Lucas Hernandez et Théo Hernandez, effectivement. Enfin bon, c'est rigolo. Voilà, quelques sommités du coin. Et nous, on a Croc. Ah, j'ai mis quelques images, quand même. Ça résume pas toute ta carrière parce qu'il va manquer plein d'icônes, mais je me suis amusé à mettre quelques-unes. Il manque le premier, c'est un futur proche, c'est là où j'ai sorti Bitume. Je l'ai pas retrouvé, alors j'ai cherché parce qu'il faut trouver les icônes sur internet. Mais Cyrose, oui, c'est Inouï Satanis, donc c'est le début du moment où ça a commencé un peu à marcher, quoi. Mais il y en a même une entre Cyrose et Asmodée. Et Idéo-jeu, bien sûr. Oui, Idéo-jeu. Idéo-jeu, j'ai pas trouvé d'icône non plus. Donc c'est quelques icônes des maisons d'édition qui se sont succédées et qui sont devenues à la fin Space Cowboy. Et à un moment quand même, parce que là t'as deux Asmodée, mais il y avait Asmodée Édition. Ouais, avec l'accent. Donc c'est EE et Édition derrière. Ouais, alors là il y en avait plein des Asmodée. Du jeu des cartes, j'aurais pu mettre aussi, mais bon, c'est des entités qui sont un peu différentes les unes des autres. Tu es passé par toutes ces maisons d'édition là successivement. Certaines où tu étais peut-être plus impliqué en tant que créatif, notamment sur Marabunta. Oui, bien sûr. Parce que là, il y avait vraiment la patte de Croc qui était très très présente sur ces jeux-là. Moi, je suivais toujours avec beaucoup d'attention. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a malheureusement pas duré très longtemps, oui, on est d'accord. Mais alors, est-ce que Space Cowboy est l'héritier de Marabunta d'une certaine manière? Non, parce qu'il y a plus de monde à l'intérieur. Non, oui, il y a plus de monde, oui, tout à fait. Alors, en fait, Cyrose, au début, j'y étais pas. C'est que la création de Cyrose... C'est, je pense... Alors, moi, Bitume, c'est 86. Ouais. Je pense que... Et Cyrose existait déjà avant? Non. Cyrose, c'est Zone, et c'est 87. D'accord. Et c'est là où j'ai rencontré Marc et Philippe, qui sont les co-créateurs d'Asmodée et de Space Cowboy. Et donc dans un club de jeux de rôle à Chaville et à Ville-d'Avray, dans la région parisienne. Et eux, ils venaient... Alors avec Zone, c'était écrit par Éric Bouchot et Nicolas Terry. Et ils avaient engagé comme commercial Marc Nunes. Et donc ils vendaient juste du jeu de rôle. Et il s'avère que ça s'est mal passé. Enfin, il y a eu des comment ça se dit dans musique, des divergences musicales. Voilà. D'accord. Donc ça a un peu périclité. Entre-temps, c'était devenu Idéo-jeu. On avait édité les deux trucs qui sont sortis en même temps, c'est Inouï Satanis et la version française de Car Wars, qui était donc un jeu de plateau un peu compliqué, on va dire. C'était à ça qu'on jouait à l'époque. Et donc Terry et Bouchot sont partis, et à un moment, très peu de temps, genre peut-être 2 ou 3 mois, il est resté juste Marc et moi dans un bureau. Donc on peut dire que c'est nous deux qui étions là au début, et puis très rapidement il y a eu d'autres personnes. En l'occurrence, la première personne qui est arrivée en tant que on va dire secrétaire de rédaction, je crois que c'était Sylvie
Barr, qui est l'auteur de Shabada, qui s'appelait à l'époque, bon, qui avait d'autres noms parce qu'elle était mariée, tout ça. Ouais. Bon, ça c'est... Donc c'était elle qui s'occupait. Sylvie Park. Voilà. Et donc après il y a eu assez rapidement. C'était de la cooptation par copain, donc et Philippe il travaillait dans un système de, comment ça s'appelle, il va me tuer parce que je me souviens plus du nom. Ça existe encore, ceux qui font la tournée des plages là. Mais, je saurais pas dire comment ça s'appelle. Ouais. C'était les gens qui faisaient les démos de... Maintenant, il y a le logo Asmodée dessus, donc ça doit pas être le même nom qu'à l'époque. Non, la tournée des plages, c'était... Oh là là, il vient de tuer. Désolé, Philippe. Bref, il travaillait là-dedans, et donc quand on a eu besoin de quelqu'un qui était un peu sérieux, parce que nous, on n'était pas très sérieux, il est arrivé, et depuis, il est sérieux. Et il est toujours là. Et oui, c'est le patron de Space Cowboy, parce que c'est le plus sérieux. Donc Philippe Mouret. Ouais. Donc voilà. Que vous ne verrez jamais parce que il est extrêmement stressé devant les caméras. Mais peut-être qu'ici il serait moins stressé parce qu'on essaie de. Alors faut peut-être avoir fait une ou deux vidéos, mais malgré tout. Enfin bon, je peux lui proposer, mais. À l'occasion, ou alors on le filmera à son insu. La radio des jeux avait réussi à le choper déjà en audio, ça avait déjà été difficile. Je pense qu'en caméra c'est impossible. C'est ton prochain challenge. Tu trouvais que c'était compliqué que je vienne, essaye de le faire. Non, c'était pas. Alors nous, c'est simplement on invite. Pas les gens, on l'a jamais fait, on n'a jamais dit aux gens venez ici au chalet, on n'ose pas trop, de toute façon on est un petit peu loin donc on a tendance à se dire que les gens ne font pas le déplacement, mais de temps en temps on nous propose, non c'est pas si long, c'est vrai, puis on vient vous chercher à la gare, dans un carrosse typique du coin, donc ça vaut le coup, mais on est surpris de voir que les gens se déplacent finalement et on est ravis à chaque fois d'organiser des petites choses. Il y a moyen aussi de venir sans être devant la caméra, juste pour profiter de l'ambiance et des soirées, ça peut se faire comme ça aussi. Et puis alors c'est vrai que on a tous un peu vieilli, mais alors je vais dire 1986, ça va sembler bizarre à tout le monde, mais à l'époque où j'ai sorti Bitume, tous les week-ends j'allais dans un salon, et s'il fallait aller à Toulon, je prenais ma bagnole puis j'allais à Toulon, donc autant dire que le 2h30 de train c'est de la plaisanterie. Je le fais quand même un peu moins parce que c'est plus trop de mon âge, mais. Et j'ai pas prévu d'image de Bitume, ou alors je les retrouve pas. Si, ça c'est le tout dernier. Mais évidemment, c'est les derniers que j'ai sortis. C'est le tout dernier. Donc ça, c'est sorti parce que Croc est donc un des pères fondateurs du jeu de rôle en France. Tu en as sorti quelques-uns avec des jeux de rôle qui sont très particuliers pour leur humour, pour leur univers. Général, oui. Qui sont restés. Les joueurs sont très attachés à ces jeux de rôle-là, même s'il y a eu plein de choses depuis et que ça marche vraiment très très bien. Le jeu de rôle, après une période un peu creuse, c'est bien revenu ces dernières années. Il y a eu des rééditions, notamment de Bitume, notamment d'Innominé Satanis. Ouais. Ça, c'est la dernière version que j'ai faite, moi. Ouais. Qui a été extrêmement décriée. Vraiment. Ah bon ? Tant pis pour eux. En fait, les gens voulaient qu'on refasse la même chose qu'avant, puis moi, j'avais envie de faire différent. Et ça leur a pas plu, ça leur a pas plu. Voilà. Bon, ça a sans doute plu aussi. C'est une super édition. Celle-ci. Et puis, le Bitume, là, pour le coup, j'ai rien fait du tout. Rien fait du tout. Et ça, c'est publié par qui, celui-ci ? Toujours pareil, par Ice Dead. Donc c'est très croquien comme éditeur. Il y a d'autres projets. C'est mon pote. Oui, mais alors c'est pas son métier du coup. Il fait d'autres choses. C'est compliqué. Il travaillait chez Asmodée. Ouais. Et maintenant, il officie dans une boutique de jeux à Versailles. On peut citer dans une boutique, non ? Les Fous du Roi. Je vois pas qui va nous reprocher de citer. Mais alors par contre, n'y allez pas. Parce que moi, chaque fois que j'y vais, ils me vendent un jeu. Je sais et comme j'aime pas ça m'énerve assez. Donc, si vous voulez ne pas acheter de jeu, faut pas y aller, quoi. C'est le principe d'une boutique de jeu, a priori, c'est un petit peu. Non, mais normalement, dans une boutique normale, tu rentres. Tu regardes. Le vendeur est en train de discuter avec son pote. Il y a des verres dégueulasses partout. Enfin bon, t'as aucune envie de rester, tu ressors. Là, il t'accueille, il te parle, il te montre des jeux et au final, t'en achètes. Mais tu sais, ça évolue un peu les boutiques de jeux. Ces dernières années, on a un public qui est complètement différent. Maintenant, les gens ressortent et parfois avec des petits jeux d'ambiance. Alors ça peut surprendre les vieux de la vieille qui avaient l'habitude de rentrer dans des boutiques où il y avait des plateaux sur des trépieds et maintenant ça change un peu. Ça change un peu. Et l'odeur même parfois a changé. Parfois l'odeur est agréable. Voilà, c'est ça. Dans les boutiques de jeux, c'est plus du tout la même chose. C'est ça dont je parlais pour les bouteilles de coca et tout ça.
Et donc ton actualité maintenant, c'est Space Cowboy, où tu officies en tant que quoi d'ailleurs? C'est quoi le... Ancêtre vivant. Ouais, c'est marqué ça sur ta feuille de salaire. Ou clown d'entreprise. Non, sur la carte de visite, c'est écrit clown d'entreprise. Enfin, en tout cas, non. Quand on me demande, c'est clown d'entreprise ou ancêtre vivant. Sinon, je crois que je suis directeur de collection, je crois. Mais techniquement, une journée de croc, ça ressemble à quoi? C'est très varié, en fait, selon les périodes? Non, il y a un pool commun qui est pas varié. Et après, le matin, c'est BGG, Trick Track, Tabletop Gaming News, Games Workshop, Philibert, voilà. Games Workshop, merde, je l'ai dit. Ça, je sais pas pourquoi, c'est dans mes favoris. Bon, bref, je vais un peu voir tout ce qui se fait dans le jeu. Et jeuxvideo.com aussi, quand même, malgré tout. Hein. Facebook aussi un peu. Et jeux vidéo toujours? Je commence à avoir du mal. On sait jamais. Je commence à avoir du mal avec leur façon de je regarde. Gérer l'actualité. Des fois, ils parlent de zombicide, des fois, ils parlent de jeux. Et souvent, ils parlent de publicité pour des produits technologiques. Oui, c'est de la merde, mais bon. Ça devient compliqué à suivre. Ensuite, je lis tous les jeux que les gens ils m'ont envoyés par internet. Et il y en a plein. Plein, mais plein. C'est toi le premier filtre quand on envoie un projet à Space Cowboy, on tombe sur Croc. À qui que ce soit qu'on envoie, à Asmodée, machin, tout arrive chez moi. Donc, quand je vois des choses qui sont plus pour de party game, je les envoie à Zygomatic. Mm-hmm. Quand je vois des trucs qui sont plus jeux pour enfants, je les envoie à Spaceco. En l'occurrence à Benoît, précisément. Et ensuite, je regarde tout ce qui reste. Et puis voilà, je trouve peu de choses. Je trouve très peu de choses, mais ça me prend un temps de dingue parce que par respect, il faut tout lire. Donc il faut tout lire, il faut répondre aux gens. C'est des fois des messages automatiques parce que j'ai une série de messages automatiques parce qu'il y a des moments, ça commence par c'est encore mieux que le Scrabble, c'est encore mieux que le jeu de loi. Là, j'ai des messages automatiques parce que j'en reçois tellement que. Puis après, tu sens bien si le mec il est joueur ou s'il l'est pas. Donc voilà. Après, il peut y avoir un dialogue qui s'échange, voilà. Puis après, on s'échange des prototypes, des choses dans ce genre-là, tout ça quoi. Et puis l'après-midi, généralement, je m'occupe soit de game design sur le long cours, quand je travaille sur un jeu sur une longue durée. Ouais. Et puis régulièrement, il y a ce que dans le jeu vidéo ils appellent le crunch, mais qui est beaucoup plus cool chez nous. C'est le mois, le 2 mois, le 3 mois qui vont précéder l'envoi à l'imprimeur. Ouais. Donc c'est des relectures dans plein de langues, dans machin, dans regarder les choses, se poser des questions sur est-ce que ça c'est vraiment bien comme il faut, tout ça, et ça régulièrement il en arrive. Là je suis venu, mais tout à l'heure avant de dormir je vais regarder des fichiers parce que je suis en train de travailler sur une réédition d'un jeu dont on n'a pas parlé encore, donc je n'en parlerai pas. Ça aurait pu. C'est pas... Je tente des trucs, je suis pas au courant, je précise. Ne prenez pas ce que je dis pour une information. Il y a des petits trucs dans ce genre, là c'est pas ça. Mais mais ça aurait pu. Et donc voilà, donc là en ce moment je suis sur un truc, j'ai des deadlines très précises parce que c'est vrai que généralement un jeu. Quand on a travaillé avec Greg, ça a duré, ça devait durer moins longtemps, mais ça a duré longtemps. Après, il y a eu le problème du confinement et tout ça, parce que pour les tests, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile maintenant. J'ai encore beaucoup de mal d'utiliser Tabletop Simulator. Pour des jeux purement techniques, ça va, mais sinon, moi, j'y arrive pas parce que je veux voir les gens qui réagissent autour de la table. Moi, ce que je te disais, le mec qui regarde sa montre, voilà, maintenant j'ai compris, Julien, que en fait c'était mail, mais c'est vrai que tu ressens, parce que tu sens que le mec il se fait chier, puis à la fin il va avoir trouvé un truc qui est pas trop mal, puis il va te dire ouais, finalement c'est pas mal, mais pendant toute la partie, tu l'as vu qu'il s'est fait chier. Sur Tabletop Simulator, tu le verras pas. Oula. Alors, ça j'en ai entendu parler. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça te concerne, Grégory. Quand j'ai commencé à travailler dans le jeu, en fait, au tout début, je travaillais sur RuneQuest. En fait, sur HeroQuest, qui est devenu Hero Wars. Et donc, dans le monde de Gloranta. Et très rapidement, je me suis retrouvé à aller faire des conventions en Allemagne
où je faisais et des conventions internationales où il y avait tous les gens de Chaosium. C'est comme ça que j'ai rencontré Greg Stafford, Sandy Peterson et d'autres gens dans le genre, Robin Delos, etc. Donc ça parlera aux rôlistes. Et en fait, dès la première fois où je suis allé là-bas, je me suis aperçu que j'avais un gros problème, c'est que tout l'anglais que j'avais appris en lisant des livres de jeux de rôle, mais en ne le parlant pas, j'étais incapable de discuter avec les gens. Donc il a fallu que je trouve un moyen. Et l'année suivante, j'ai amené des figurines. L'année suivante, j'ai amené une table de jeux de figurines. Et petit à petit, je me suis mis à faire de plus en plus de gros décors et des choses qui étaient des attractions sur les conventions. Et à un moment donné, il y a Charlie Crank, qui était alors le patron de Chaosium, enfin le gérant de Chaosium en tout cas, qui m'a dit: ouais, tu fais que des jeux pour Greg Stafford, il faudrait que tu en fasses un pour moi, pour Cthulhu, qui lui était plus dans l'univers Cthulhu, et puis à cette époque-là, Glorantha n'était plus chez Chaosium. Et donc j'ai fait Innsmouth, l'assaut sur Innsmouth, et donc c'est lié d'ailleurs à Bureau of Investigation. Donc c'est une table qui faisait 1, 2, 3, 4... 2m40, 3 mètres de long sur... enfin, c'est assez immense. Qui représente Innsmouth avec le système de règles. En fait, j'avais jusqu'à 14-15 joueurs qui jouaient chacun à leur rythme, qui font leur tour de jeu à leur vitesse à eux. Donc il n'y a pas de tour de jeu. C'est-à-dire chacun joue tout seul, mais chacun en jouant fait apparaître du monde un peu partout. Avec un système de règles qui pourrait servir pour faire la chute du Faucon Noir dans Mogadiscio, ça serait pareil. C'est-à-dire que c'est la population qui arrive dès que tu déplaces tes figurines, tu vas générer de l'événement sur les figurines des autres joueurs. Ça se joue avec des figurines. Et donc c'est une grande reconstitution d'Innsmouth. Et à la suite de ce jeu, en fait, on avait parlé d'une possibilité de faire un jeu de plateau là-dessus. Mais à l'époque, faire du jeu avec plein de figurines et des bâtiments en résine, etc. C'est toujours compliqué à mon avis. Tu peux proposer la solution à Space Cowboy, je suis pas sûr qu'ils font un Kickstarter. Mais je veux dire, sur Kickstarter, ça pourrait exister aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, Peut-être en faisant du 15 vu la quantité de choses, mais donc on parlait d'en faire un jeu de plateau et en fait j'avais évoqué ça avec Cyril Demecq d'Istari à l'époque. Et il y a eu un autre événement, c'est je l'avais aussi fait jouer à l'appel de Cthulhu. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en discutant de ce jeu. Il était... C'est à Cyril Cyril que tu as fait jouer à l'appel de Cthulhu. Ouais. Chez Farid Ben Salem, qui est celui qui nous a fait nous rencontrer d'ailleurs à son anniversaire. Il nous a invités tous les deux. Qui est né le même jour que moi, je vous donne l'info, ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Et donc ce jeu n'est pas pour rien dans le fait que plus tard, Cyril m'ait demandé de faire Bureau of Investigation, enfin un Sherlock dans Cthulhu. C'est encore un milieu où beaucoup de relations se font par les connaissances. Le fait de connaître quelqu'un, de le voir... vaut mieux qu'il fasse des choses de qualité, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de petits groupes autour desquels ont gravité des auteurs, des éditeurs. Tout ce que j'ai fait, moi, en fait, alors j'ai très peu été proposé des prototypes ou des choses comme ça. Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, on m'a pris mon prototype, on me l'a rendu 6 mois après, puis il s'est rien passé. Et tout le reste, par contre, c'est mon premier travail dans le jeu de rôle. J'avais un site internet sur Glorantha, sur UneQuest. Et ça a été repéré par les gens qui refaisaient la traduction et qui voulaient écrire de nouveaux textes et qui m'ont demandé, parce qu'ils avaient vu ce site internet que je faisais juste pour moi, de travailler dessus. Et ensuite, ça a été des rencontres, des choses comme ça, et des gens qui voyaient d'autres choses que j'avais faites, en fait, pour gratuitement, enfin, juste comme ça, par exemple ce jeu. Ce jeu, ça me servait juste à communiquer, parce qu'en fait, voilà, c'était plus simple de dire tu bouges ton pion comme ça et puis tu es là maintenant, que de l'expliquer en anglais à cette époque-là. Après, ça s'est un peu amélioré, mais on fera pas de test en live. Mais de manière générale, de toute façon, très souvent, l'édition, c'est des rencontres et c'est des choses qui ont été créées et qui ont été découvertes par les éditeurs plutôt que des gens qui vont voir les éditeurs avec leurs projets. Est-ce que vous publiez beaucoup de jeux que vous avez reçus? Parmi tout ce que tu reçois, dont tu nous parles... Infime. Ouais, il y en a très peu. Infime, et tu te rends compte que quand ça arrive, c'est des gens qui sont déjà un peu dans le milieu. Ouais. Un peu dans le milieu, mais pas suffisamment pour venir nous voir ou comme tu le disais tout à l'heure, pour oser m'aborder, parce que
comme j'ai la réputation d'envoyer chier les gens, ce qui est complètement faux. Il y a des gens qui osent pas, et donc voilà, donc c'est plus facile par courrier ou par voilà. Mais oui, non, c'est très peu. C'est très peu, mais je me dis que en donnant, parce que ça m'est arrivé de temps en temps, c'est-à-dire que des fois je réponds quelque chose à quelqu'un, c'est rare, hein, quand je lui dis ce jeu-là on le prendra pas, mais je pense que c'est une bonne idée, il faut vraiment le faire. Alors ceci dit, si oui, j'ai un exemple célèbre, mais que je n'en pas. Mais je retrouve des gens qui me disent tiens, mon jeu il est sorti chez tel éditeur, c'est grâce à toi, parce que donc je me dis je travaille pas pour rien. Ouais. Mais je travaille pas beaucoup pour Space Cowboy parce que ça nous c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais alors c'est hyper compliqué. Soit tu te comportes comme certains éditeurs allemands, je sais plus lequel, mais où tu dois payer pour apporter ton proto. Ça me semble être un truc hallucinant. Ah, c'est vraiment les tapes dessus, là. Alors, cela dit, ça existait. Alors, pareil, je fais un parallèle avec la musique. Dans les clubs, à l'époque du glam rock, de Guns et de Motley Crue et tout ça, dans les clubs en Californie, les clubs où allaient les producteurs et de musique, les groupes payaient pour jouer. D'accord. C'est un truc de fou, quoi. Juste pour pouvoir... bon. Et là, on en a un peu ça. Alors, soit tu fais ça, soit tu dis on prend plus de proto, du tout. Mais alors, tu prends quand même un risque, hein, parce que si tu laisses passer un truc balèze, c'est un peu... et puis, ou alors, tu regardes tout, et ce que tu fais, j'allais dire que c'est pour le bien commun, presque, enfin, c'est pour que le jeu avance, quoi, voilà. Puis après... Parce que, est-ce que quelqu'un va réussir à éditer son premier jeu ? Ça peut exister. Jungle Speed, par exemple. Mais... Bon, souvent, des jeux, t'en as quand même fait d'autres avant, qui ont été refusés, et puis voilà, tu finis par faire tel truc, je sais pas. Il faudrait reprendre chaque créateur de jeu, son premier machin, savoir comment ils ont débuté. Le problème, c'est que la plupart des vieux croutons maintenant, faits d'outils et tout ça, ça remonte tellement loin que l'industrie du jeu n'était pas la même, donc voilà, faudrait... il y a des contacts qui se forment, c'est pareil. Moi, j'ai surtout une expérience d'auteur de bande dessinée, mais tous les projets que j'ai envoyés à des éditeurs n'ont jamais été acceptés, à tel point qu'en général, quand ils sont refusés, on se met à les faire tout seul dans son coin, à les finir, et une fois que, grâce à Internet notamment, maintenant qu'on a la possibilité de les diffuser, une fois qu'ils avancent et qu'ils évoluent aussi en les faisant, parce que c'est ça en fait la difficulté, c'est que un jeu comme une bande dessinée, comme n'importe quel produit un peu culturel, c'est en le faisant qu'il naît et qui s'améliore. C'est ça. Et à force de le faire et de le diffuser, là les éditeurs reviennent et j'ai tendance à me dire faut le faire, et puis on regarde bien ce qui se passe derrière, donc peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Mais en tout cas, ça crée des contacts, le fait d'échanger, de communiquer. C'est ça. Après, la solution que j'appellerais la solution Théo Rivière, j'espère qu'il me pardonnera. J'ai vu ce qu'il avait fait sur Livre d'Or là tout à l'heure. Tu me le paieras. Je me souviens plus, moi. Si. Il y a des messages qui passent comme ça. Ah oui, il a signé Croc, il a barré, il a mis Théo. Non, blague à part, c'est qu'il est arrivé dans le jeu en étant partout. Ouais. Partout. Ça marche aussi. Enfin, ça marche aussi. Oui. C'est-à-dire que faut se faire connaître. Oui. Donc après, soit tu fais du jeu, soit... Alors lui, il a fait à la fois des jeux et être partout. Parce que tu peux aussi faire plein de jeux, être nulle part, ou être partout, et puis au début, pas faire de jeu. Enfin voilà, il faut exister. Il faut exister. Alors maintenant on peut peut-être exister sur le net, avant aussi, tout seul dans son coin, juste sur le net. Il y a plein de solutions. Mais il faut se faire connaître, quoi. On va enchaîner avant de continuer, on reparlera peut-être un peu de la presse plus tard, par notre petit jeu traditionnel. J'ai des enveloppes à l'intérieur. Alors c'est pas vraiment un jeu, ça. C'est juste des questions, mais avec des enveloppes. Ça change tout. D'accord. Comme on n'est que 3 sur le canapé aujourd'hui, je m'en suis attribué une. Je vais avoir la possibilité de participer, alors que d'habitude, je ne participe jamais. Il y a le même contenu à l'intérieur. C'est-à-dire des jeux de société qui vous évoqueront peut-être des choses ou peut-être pas. Et à partir de ces jeux de société, je vais vous poser 3 questions. On va donner 3 thèmes. Non, on regarde tout ce qu'il y a dedans. Vous regardez tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien de caché, sinon je vous l'aurais dit déjà. Et vous allez choisir. Il y en a beaucoup. Il y en a... ça va être un truc genre... Ouais, d'accord. Non, j'ai pas compris. On va voir. Voilà, tu as des thèmes qui sont sur la télévision. Tu vas choisir un jeu pour chacun des thèmes et pas le même.
Donc pour l'image 1, tu choisiras un jeu, pour l'image 2, tu choisiras un autre jeu. Et en fait, c'est notre petite formule qui nous permet de parler de jeux de société sans faire forcément de la communication. On choisit celui dont on a envie de parler. Et un seul. Par simple plaisir. Donc, vous allez choisir un jeu qui pour vous mériterait l'As d'or. C'est une façon de parler, évidemment, on s'en fiche un peu de savoir qu'il l'ait eu ou qu'il ne l'ait pas eu. Mais celui qui mériterait d'avoir un prix. Vous allez choisir un jeu sur lequel vous avez un regret. Alors le regret, ça peut être quelque chose de très négatif parce que le jeu est très mauvais. Ou alors simplement le fait qu'il n'ait pas suffisamment bien marché, ou je ne sais pas. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je l'ai déjà trouvé. Et enfin, le jeu auquel vous aimeriez déjà jouer. Le jeu auquel vous joueriez bien là tout de suite. L'As d'or. On va commencer par l'As d'or, donc le jeu qui pour vous mériterait l'As d'or, c'est une façon de parler, évidemment. Qu'est-ce que tu as choisi, Grégory? Alors moi j'ai pris Claustrophobia, déjà pour failloter. C'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne raison. Voilà. Il a été sélectionné, Claustrophobia? Non, je crois pas. Hein. Mais il aurait dû. Donc c'est... Non, ça reste quand même un bon jeu. Et puis il y a des twists par rapport au Space Hulk habituel, enfin au jeu typé Space Hulk, ça se joue pas pareil. Non, ça m'avait bien plu. Assez accessible d'ailleurs finalement comme jeu. Mais après, oui, c'est très accessible. C'est vraiment le jeu de papa fiston. Hein. Ouais, c'est exactement ça. À l'époque, dans les années 60, il jouait à toucher coulé pendant que les femmes faisaient la vaisselle. Rappel de la couverture du jeu, tu te souviens? Ouais. Où il joue et puis t'as la femme et la fille qui font la vaisselle derrière. C'était un toucher coulé ça. C'était pas plus. Un jeu de société, si je la retrouve, je la mettrai en image sur cette vidéo. Mais bon, alors ça peut être maman, fille pour Claustrophobia, mais voilà, oui, c'est parent-enfant, on va dire, ouais. Pas tout jeune. Quel jeu tu as choisi du coup, tu as pour ton As d'or? Pour moi, je suis Splendor. Enfin, qu'il a pas eu non plus, hein, l'As d'or. Il a même pas été sélectionné. Si, il a été sélectionné quand même. Je sais pas, mais bon. Je me souviens plus. S'il a que été ça. Alors, on va dire que je suis mauvais joueur. Que Splendor ait pas eu le Spiel, pour moi, ça m'a fait relativiser le Spiel. Je le dis honnêtement, c'est pas bien d'être mauvais perdant. Il a pas eu l'As d'or non plus. Donc voilà, moi je comprends pas. Alors peut-être que les jeux, il faudrait les juger 2 ans après. Parce que déjà, il y en aurait la moitié qui existe. Quand je dis la moitié, il y en aurait déjà 95% qui n'existeraient plus. Et on pourrait se rendre compte que c'est pas seulement un feu de paille, que c'est pas seulement... On a été étonnés nous-mêmes par Splendor, faut bien avouer. Ouais. On s'est dit, c'est un petit jeu sympa. Puis il faut bien avouer que non. Voilà. Comme Azul, comme plein d'autres jeux, enfin... Mais après, à quoi sert l'As d'or? C'est toujours cette fameuse discussion. C'est est-ce que c'est un prix pour le palmarès du jeu, le prix auquel on se réfère en se disant c'est ceux qui ont marqué l'histoire? Dans ce cas-là, tu as raison. Il faudrait faire un prix 2 ans après. Ou est-ce que, comme souvent les jurys ont eu envie de montrer une tendance ou de réfléchir à ce qui se passait là au moment, et dans ce cas-là, ça crée des erreurs. Mais en ayant été membre du jury, évidemment qu'il y a eu des erreurs. Je me souviens plus de ce qu'il y avait l'année de Splendor. J'ai aucun souvenir on retient pas tout par cœur. Parce que je relativise aussi l'importance de ces prix-là. Mais par exemple, Andorre a gagné l'As d'or. Et Andorre n'est pas forcément resté comme un jeu qui a marqué son temps. On est d'accord. Mais sur l'année de sa sortie, la question pour le jury n'était pas la même, parce qu'il y avait un effet de découverte, il y avait une tendance, il y avait quelque chose qui rentrait en compte. Ouais. Et bon, forcément, ça fait discuter, mais c'est peut-être aussi l'un des intérêts de ces prix, c'est d'amener des discussions, des coups de colère parfois, et des sentiments qui sont assez différents les uns des autres. Il faut surtout pas y attacher trop d'importance, je pense. Après, je pense que le prix de Cannes, un de ses intérêts principaux, c'est qu'il sort le lendemain dans la Dépêche ou dans des journaux comme ça, et puis que ça permet les gens qui convoient à Cannes, qui viennent bien, sur les stands. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est un regroupement de plein de petites choses qui peuvent faire que... Alors pour moi, mon sentiment ayant été dans le jury, je suis pas si sensible que ça à la presse généraliste, je crois plus tellement en fait. Je pense que la presse a tellement changé aujourd'hui que l'importance de la presse généraliste... Le public de Cannes est hyper généraliste. Moi je l'ai vu, les gros jeux comme ça, j'en ai fait plein d'années à Cannes. J'avais des mamans avec leurs gamins qui étaient là, qui venaient jouer à du wargame avec figurines, et chose qu'elles découvraient totalement et que les gamins découvraient totalement. En fait, en général, découvraient en passant à côté, surtout touche pas. Puis moi je dis si, vous pouvez toucher, vous pouvez jouer. Et ces gens-là, c'est quand même le public de Cannes, le gros public de Cannes, même s'il y a de plus en plus de gens qui y vont, c'est pas les mêmes gens qui vont aller à Essen et ainsi de suite, les gens qui viennent à Cannes.
Il y a oui, bien sûr. Après, le prix de Cannes, c'est... le prix s'adresse un peu aussi quand même. Je crois que ça s'adresse à tout le monde. En fait, je prends surtout que c'est un événement. C'est un marqueur dans le temps, un événement à un moment donné. C'est pour ça qu'effectivement, les jeux qui sont les plus importants pour une période donnée devraient ressortir en avant. Mais c'est plus facile à dire 2 ans après, tu as raison, que sur le moment. Et moi, je vais essayer de me rattraper parce que j'étais dans le jury à cette époque-là. Je change d'avis par rapport à ce que j'avais sélectionné juste avant. Donc t'as bien l'As d'or, tu changes. Ouais, je change. Mais c'est comme ça qu'on faisait quand on était dans le jury. Ah, ouais. Tu vois, à la dernière seconde, on se dit finalement, je change d'avis. Je vais prendre quelque chose pour me faire plaisir. Évidemment, c'est Time Story qui aurait dû gagner. On va pas revenir là-dessus. Hein. Non, t'avais mis quoi d'autre? Moi, au départ, mais je vais le mettre. Oui, c'est compliqué. Ouais, il y avait plein de trucs. Ouais. Non, je vais rester sur Time Story. Mais cette année-là, c'est Pandémie Legacy qui l'avait emporté. C'est bien aussi. C'était une année quand même très compliquée. Mais n'était pas là. Et j'étais dans le jury aussi. La fameuse année de Legacy mérite un prix, évidemment. Mais c'est 2 jeux qui m'ont formidablement marqué. C'est vrai que c'est dommage qu'ils soient tombés la même année parce que dans ma carrière de joueur, il y a eu la sortie de Time Story qui a été vraiment... un moment assez fort aussi pour moi, mais le fait de pouvoir y jouer avec Manu Roswell, le découvrir. Je sais plus si tu étais là aussi quand on y avait joué, il me semble bien que tu étais là. Sur Cannes, on s'était regroupés dans un hôtel. Peut-être. Ou alors tu étais à la table différente et la salle juste à côté et tu faisais un autre jeu. Et ça m'avait beaucoup marqué à cette époque-là, mais Pandémie Legacy nous a aussi vraiment impressionné. On passe à la deuxième rubrique, le regret. Alors vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Quel est ton regret? Alors, moi c'est Risk Legacy, parce qu'en fait je l'ai acheté quand c'est sorti, je me suis dit c'est génial. Ouais. J'ai réfléchi 5 minutes, je suis sorti de la boutique, j'ai réfléchi 5 minutes, je suis rentré dans la boutique, j'ai racheté une deuxième boîte de Risk Legacy. Ah bah déjà le budget. En disant comme ça je vais c'était pouvoir... 90 euros. Ah oui, c'était pas... Et pour moi c'était pas une dépense anodine, surtout à cette époque-là. Donc c'était un vrai investissement et je n'ai jamais joué une seule partie de Risk Legacy parce que j'ai jamais trouvé un groupe qui était prêt à enchaîner 10-15 parties comme c'était écrit sur la boîte. Alors oui. Et pour moi je me voyais dans l'idée d'enchaîner tout ça et donc j'ai 2 boîtes neuves de Risk Legacy. Tu les as toujours? Que j'ai toujours, dont une qui est même pas ouverte. Et qui attendent d'être joués. Je l'ai 2 ou 3 fois, moi. Donc c'est un regret dans le sens, je regrette de ne pas avoir encore trouvé le groupe et sur un achat qui m'avait vraiment enthousiasmé. Et puis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Alors pour être un peu méchant, ça pourrait être un regret pour moi aussi parce que on l'a fait chez Space Cowboy à l'époque où donc on jouait énormément. Donc là on avait les 4 joueurs, donc on l'a fait. Et c'était pas bien. C'était... Le principe du Legacy était extraordinaire, on le découvrait, c'était super. Ah, c'est le premier. À la fin, t'as quand même fait 15 parties de risque. C'est ça, voilà. c'est ça le problème. C'est ça, en vrai. Non, puis moi, c'est que ça aurait été un bon jeu, ça aurait été encore mieux. Après, c'est pour ça qu'après, il y a eu Pandémie Legacy et que là, c'est un autre niveau. Bien que ça soit du coop et que j'aime pas trop le coop. On a eu un joueur qui nous a lâché, donc il a fallu qu'on recommence. On a racheté une boîte pour le refaire. Donc, mais c'est aussi une découverte qui est extraordinaire, malgré le fait que ça soit Risk derrière. Eh ben nous, dans la famille, en l'occurrence là, la famille composée de 2 personnes, ma femme et moi, en fait, Pandémie Legacy, on avait tellement peur qu'il y ait quelqu'un qui nous lâche qu'on l'a fait qu'à 2. En faisant 3 persos, un plus un PNJ, surtout souvent le répartiteur. Bon, ça marche aussi à 2. Un chiant. Ouais, non. Mais c'est plus facile à 2 en fait. Le jeu est un peu plus simple. Ouais, là, on joue à 3. On trouve que c'était un peu. Bon. Mon regret? Ouais. Alors, Codenames. Alors là, j'ai une explication. C'est que c'est un regret d'éditeur, en fait. C'est que j'avais été au Gathering of Friends d'Alan Moon et j'avais rencontré Vladash Vatil là-bas. Et il m'avait dit, voilà, je travaille avec plein d'éditeurs. Et mais j'ai bien conscience qu'en party game, vous êtes les meilleurs. Et donc, je vais sortir un jeu qui s'appelle, alors, de mémoire, je pense que c'était Pictomania. Oui. Le jeu, voilà. Oui. Il m'a dit, je veux absolument que vous fassiez. Je prends le jeu, je le ramène, on y joue, on n'aime pas. Moi j'aime bien Pictomania, je me permets de le dire. Alors après, je pense qu'il correspond pas au public, mais la sensation de jeu me plaisait bien. On n'aime pas, et donc Pictomania est signé par Yellow. Ouais. La Gen Con arrive, donc Gathering of Friends c'est en même temps que Feduti, donc ça doit être avril, un truc comme ça. C'est avril-mai, ouais. Donc Gen Con arrive août. Et là, à la Gen Con, je joue à Codenames. Je
Je vais voir Jvatil et je lui dis bah ça on voudrait le signer. Il me dit bah non. Yellow a pris le risque de sortir Pictomania. Vous l'avez pas voulu. Je resterai fidèle. Je dis je peux rien faire. Il me dit bah non. Et donc j'ai raté Codenames. Voilà. Et alors je regrette rien parce que alors est-ce qu'on doit sortir un jeu qui nous plaît pas pour bloquer un auteur? J'aurais dû le faire. On aurait, enfin, surtout tu pouvais pas de rien, moi, mais on aurait dû le faire. Et ça, c'est vrai que ça nous arrive de temps en temps. Un auteur où on se dit, celui-là, il va être bon, mais son jeu-là, il est pas très bien. Alors, généralement, on essaye de retravailler, machin, blablabla. Des fois, ça passe pas. Des fois, c'est compliqué. Donc, voilà le regret. Mais bon, Jvatil, c'était difficile de prévoir qu'il allait faire beaucoup de jeux. C'est quelqu'un de foncièrement honnête, fidèle, donc, avec son éditeur, et ça, c'est super. Donc, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et il a eu quelques succès en dehors de Codename et Pictomania, qui n'est pas un très gros succès a priori, comme tous les jeux de dessin. C'est quand même l'auteur de Through the Edges. Ouais, mais alors, oui, toi t'appelles ça un succès, c'est un succès. Dungeon Lords. Mais en nombre de ventes, c'est Galaxy Trucker. Oui, bon, c'est des petites ventes, mais Galaxy Trucker, c'est formidable. Tout à fait, non, mais voilà. Donc voilà, on n'a pas... Et moi, c'est un tout petit regret, c'est sur, on a déjà parlé la fois dernière sur Watson et Holmes. J'ai tellement aimé ce jeu, c'est un de nos jeux préférés de tous les temps, mais vraiment, on adore ce jeu, un jeu qui fait de la narration, mais en même temps qui est compétitif. Le public est d'accord. Le public est d'accord dans la salle. Mais moi aussi, je suis d'accord. Mais je sais qu'il y a une extension qui est parue, et je voudrais vraiment beaucoup y jouer, mais elle est en espagnol, et ma maîtrise de l'espagnol est assez légère. Ça sera pas chez nous, parce que le jeu ne c'est pas vendu. C'est un bijou, vraiment. Moi, je trouve aussi. Voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je peux pas... Bon, on espère qu'un éditeur tombera sur ce jeu et aura envie de le refaire, parce que vraiment, il mérite d'exister. Et j'ai tellement envie de faire les nouvelles enquêtes. Donc, il était super beau aussi. Enfin, le matériel, etc., c'était vachement bien produit. On passe à la dernière rubrique. J'y jouerai bien là tout de suite. Croc, je te propose de commencer. Ah bon? Bon, oui, on change l'ordre, comme ça, tu vois, il y a un renouvellement dans le... Tu disais que c'était bizarre que quelqu'un choisisse ça, Agricola, hein. Enfin... Ah bah oui, non mais Agricola. Avec le draft, on est d'accord. Ah. Alors oui, mais il faut que tous les joueurs aient le même niveau de jeu à la table. Mais et à chaque fois, il y aura toujours un gars. Je connais pas les cartes. Bon tant pis, je joue pas en draft. Et je fais trop découvrir le jeu pour pouvoir jouer en draft en fait. Mais voilà. Et moi c'est Splendor. Alors pas pour rien, mais en fait ça aurait pu être Agricola. C'est que j'ai jamais joué ni à Agricola ni à Splendor. On va peut-être faire un Agricola après. Et donc, t'as jamais joué à Splendor? C'est plus facile de jouer à Splendor qu'Agricola. T'as jamais ressenti le plaisir de partager ta chambre avec un cochon? Eh bien, ça, tu ne peux le trouver dans Agricola. C'est vrai. Pas au Splendor. C'est vrai qu'on peut mettre un cochon. Et il y a plein de classiques comme ça auxquels j'ai jamais joué parce qu'à cette époque, on peut dire que c'est de là, c'est des classiques. Ou autre chose. Codenames aussi. Codenames quand même. Non. Moi dis donc. Oui, donc voilà. J'avais très peur de cette enveloppe, tu vois. Ces trois-là, voilà. Bon, après, c'est pas obligatoire. Après, je sais comment fonctionne Codenames. Et puis moi, de mon côté, j'ai mis Libertalia. C'est un très bon jeu. Ah oui, j'aime beaucoup Paolo Mori de manière générale. Voilà pour ce petit jeu dans lequel on a parlé de quelques jeux qui ne seraient peut-être pas venus naturellement dans la conversation. Finalement, on n'a pas parlé de Situation 4. C'est celui que j'avais gardé pour l'As d'or au cas où, mais je l'ai rangé du coup. Voilà, que tu connais pas non plus, mais je l'ai pas, donc je pourrais pas te le faire découvrir. C'est assez original comme jeu. Alors déjà, tu m'as envoyé cette photo hier. Est-ce que tu peux me parler de ça? De ce jeu avec des vraies patates. Je me demande bien ce que c'est ça. J'arrive pas à me souvenir, mais je suis presque sûr d'y avoir joué même. Alors ce jeu, alors vu passer, d'y avoir joué sur un, je sais pas où. Je l'ai fait tourner dans pas mal de conventions. Je l'ai amené à un Asmodee. Ouais, peut-être j'ai joué avec toi en fait. C'est possible que j'étais joué avec moi à l'Asmodee. Et en fait, et sinon il a fait Cannes au moins une fois. Donc en fait c'est un jeu avec des Monsieur Patates et le plus important dans ce jeu, on le voit sur les joueurs, c'est que c'est un jeu de bagarre qui se joue avec des grosses cartes en fait, et tu te déplaces sur le plateau, tu te pousses, tu pars les coups et ainsi de suite. Avec tes gants et le plus important c'est que quand tu prends un coup et que tu peux pas le parer, ton bonhomme, ton Monsieur Patate va perdre un morceau et le joueur, c'est ça qui m'intéressait dedans, perd le morceau aussi.
C'est-à-dire, si ton monsieur patate perd son bras, le joueur perd sa main. Et donc, c'est pour ça que tu vois que là, les joueurs, on est en fin de partie, là. Ils sont bien amochés. Donc, tous ceux qui ont des gants de toilette sur la main pour tenir ces espèces de cartes qui glissent et c'est fait exprès, ils ont perdu 1 ou 2 bras. D'ailleurs, on pourrait même jouer avec cette photo, à savoir qui joue qui. En regardant les dégâts, mais non, ils sont bien amochés quand même. Ceux qui ont des lunettes, c'est parce qu'ils ont perdu leurs yeux. Ouais. Ceux qui ont des écouteurs, c'est parce qu'ils ont perdu les oreilles. Et ainsi de suite. Alors la bouche, quand tu perds la bouche, tu dois parler en tirant la langue. C'est parce que je voulais pas mettre un truc dans la bouche des joueurs, sachant que les joueurs tournaient, il n'y avait pas encore de Covid, mais déjà il y avait déjà des maladies, ouais. Voilà. Et les lunettes, en fait, ils ont tous la tête en arrière parce qu'en fait le champ de vision est interdit sur le devant, mais tu peux regarder par en dessous, mais à travers le plastique transparent. Et donc t'as l'air intelligent comme ça. C'est un jeu qui marche super bien en convention, parce que déjà il y a du monde qui vient voir qu'est-ce qui se passe là. Mais par contre, il peut sortir que chez Hasbro, c'est ça? Non, parce que tu peux mettre autre chose que des Monsieur Patate et tu peux éventuellement mettre des espèces de lunettes en carton pour les trucs. Mais en gros, c'est un party game à 40 € minimum, voire plus, où il y a un vrai coût de production. Alors, je sais pas si quelqu'un voit ce jeu et se sent prêt à imaginer autre chose que des Monsieur Patate, mais à garder le principe de... C'est ça que je voulais faire et qui marche avec les joueurs, c'est que voilà... Oui. Ta figurine perd quelque chose, tu perds quelque chose. Et ça t'empêche de jouer correctement parce qu'il faut vraiment que tu choisisses tes cartes et tout. Et ça devient de pire en pire. Et je trouve ça extrêmement malaisant. Et c'est très court. Mais du coup, t'as très envie d'y jouer là. Je te sens bouillir de l'intérieur. Le jeu auquel t'as envie de jouer maintenant. Je te connais un petit peu. Pas celui-là. Les jeux de figurines, quand même. C'est du jeu de figurines. En plus, oui, le plateau a l'air il est hyper sérieux. C'est un truc que t'as récupéré. Non, c'est parce qu'en fait, comme je suis parti sur. Après, j'ai. Le principe de base, c'était ta figurine perd quelque chose, tu perds quelque chose. Donc, il me fallait des Monsieur Patate. Et ensuite, il me fallait un grand plateau. Et comme c'était des patates et que les pommes de terre nous viennent d'Amérique du Sud, on pourrait aujourd'hui, c'est peut-être de l'appropriation culturelle, je sais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le jeu s'est appelé Patate Aztec. Très bien. Voilà. Et donc, ce qui est terrible. Et le plateau, donc, c'est une pyramide. Une pyramide. Et tous les dessins qui sont dessus sont des... J'ai repris des dessins de l'époque et je les ai transformés en mettant des Monsieur Patate à la place. D'accord. Donc en fait c'est des choses qu'on voit vraiment sur les pyramides, mais avec des Monsieur Patate à la place de guerriers humains. Et après tu te demandes pourquoi il est en retard. Et oui, complètement. Voilà, alors rassurez-vous, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu dont on a parlé en début d'émission. Non. A priori c'est pas la même ambiance, c'est pas le même univers. Mais je joue quand même le joueur. Oui. Et t'as l'air d'ailleurs d'être vraiment dans l'ambiance, hein. T'as l'air tout triste sur cette photo. Ouais, mais c'est parce que ça a été mal pris. En fait, tout le monde a l'air triste sur cette photo. Un petit peu, oui. Ouais, c'est dommage. Non, les deux jeunes, là, ils sont... Ouais. Non. J'ai mis quelques jeux parce que tu es l'auteur de beaucoup plus de jeux que ceux qui sont présents sur cette image. Alors évidemment du jeu de rôle, mais là c'est pas sur le jeu de rôle. C'était surtout des jeux de société. Je crois savoir que tu es l'auteur de jeux où tu mets pas ton nom parfois dans les règles, mais que malgré tout tu as travaillé sur la mécanique de certains jeux. Ça arrive. Alors le Conan, attention là, il aurait fallu mettre l'extension, en fait, c'est Nordheim que j'ai fait, c'est pas. Oui, bien sûr, oui. Là j'ai pris sur BGG en fait. Et des fois tu sais comment ça marche sur BGG, tu es indexé sur un peu tout et n'importe quoi. Alors. Non, tout ça j'avoue, même s'il y en a c'est un petit peu difficile. Là, ce coup-ci, j'ai mis la dernière version de Claustrophobia, la version monolithe. Oui. Il y a des tas de trucs. Il y a du travail, ce qu'on peut rappeler du travail de commande. Oui. C'est-à-dire le jeu de course d'Arthur et puis 13 la mission. Qui sont des jeux. C'est du travail de commande. Donc après. Ce qui signifie que Time Story, par exemple, c'est pas vraiment du travail de commande, c'est d'abord du plaisir. Ah oui. Oui, ce scénario-là de Time Story, qui était très très bien. C'est compliqué. Alors ça se discute. En fait, c'est... J'aime beaucoup le principe de Time Stories, mais c'est vrai que souvent les scénarios, je les trouve un peu longs, un peu copieux pour moi. Pour ce que je voudrais en faire. J'aimerais bien que ça soit un tout petit peu plus léger. Et celui-là, il est beaucoup plus léger que les autres.
Et donc il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Je suppose les gens qui aimeraient bien que Time Story soit un peu comme ça. Et puis il y en a aussi plein qui aiment pas. Donc on va dire que c'est clivant. Mais bon voilà. Mais c'était parti aussi dans une idée de se dire, on va essayer de faire un peu des scénarios pour tous les types de joueurs. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que... il faut savoir que j'ai été quand même excellemment suppléé par François, que tu as accueilli il y a peu de temps là. C'est un peu une œuvre à 4 mains. Et donc il n'y a pas de nom dessus, parce qu'on ne met pas les noms sur les jeux à partir... Ouais, je pense que le dernier jeu où j'ai dû mettre mon nom, c'était Eldorado, parce que depuis, on met Asmodée, on met Space Cowboy, parce que bon, voilà. Et tu développes encore des jeux actuellement ? Non, pas actuellement. De zéro, non. Mais ça peut revenir. Ça pourrait revenir. Mais après, il y a tellement de projets sur lesquels on travaille qui donnent vachement envie de travailler que... le dernier truc que j'ai fait, c'est la démo de BOI. Et qui est en plus un travail à 4 mains, quoi. Donc voilà, Eldorado, donc le jeu de figurines, qui a été pendant très longtemps un truc majeur à la fois pour Asmodée et puis pour moi, parce que je travaillais vraiment à plein temps dessus, quoi. Donc après, bon, ça s'est arrêté. Hein. L'Âge des Dieux, on va dire qu'il n'a pas reçu son public, mais c'est pareil. Il y a plein de gens, pas assez, hein, mais il y a plein de gens qui aiment bien. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est pas un jeu qui est resté dans la durée. Claustrophobia, je pense que c'est de tous ces jeux, c'est celui dont je suis le plus fier, on va dire. Intervention divine, c'est un peu raté quand même, parce que c'était à l'époque de l'explosion de Magic. Oui. Tous les éditeurs devaient avoir leur jeu de cartes à collectionner. Et pour un jeu qu'on a fait à moi tout seul, plus 4 testeurs, je pense qu'on pouvait pas avoir mieux. Et que déjà les équipes de Wizards of the Coast, ils étaient déjà 200. Tu vois. D'ailleurs, il y a, à part des jeux de Garfield, il n'y a aucun jeu... alors oui, il y a Pokémon, il y a Yu-Gi-Oh! Peut-être pour des raisons différentes, je sais pas. Mais tous les autres jeux, ils ont tous disparu, tu vois. À part Netrunner, Jihad, alors qui s'appelle plus Jihad, hein, qui s'appelle Vampire, et puis... c'est Vampire Struggle, The Eternal Struggle. Donc Vampire The Eternal Struggle. À l'époque, ça s'appelait Jihad. Et puis voilà, Netrunner, Jihad, Magic, voilà, tu peux pas lutter. Enfin, moi, j'ai soit pas l'équipe, soit pas le talent pour lutter contre un truc comme ça. C'est du boulot. Il y a un truc que t'as raté là-dessus, c'est Gormiti. J'ai fait le jeu de cartes à collectionner de Gormiti. Mais je les ai pas tous mis, mais... mais celui-là, déjà, tu savais peut-être pas. Ça s'est bien vendu, parce qu'on en a vendu dans les supermarchés, tout ça, et à l'époque de Gormiti, ça s'est bien vendu. On sent la fierté. Ça a disparu quand même, et malgré tout. Et je pense que dans tout cela, ma plus grosse vente, c'est en bas à gauche. Hein. C'est le jeu de course d'Arthur. C'est vrai. C'est un jeu de supermarché. Donc les ventes, c'est en aucun cas comparable. Hein. Mais sans rêver. Hein. C'est évidemment la plus grosse vente. Et je pense que ma vraie plus grosse vente, je vais faire mon coming out, c'est un livre dont vous êtes le héros, Casper le fantôme, qui a été distribué dans les Purevico. Donc j'ai fait le livre dont vous êtes le héros qui était dedans au cadeau, et les jeux à l'arrière, le labyrinthe et le machin. Ça, je pense que c'était des ventes extra. Et je pense que le plus haut, c'était un jeu sur les orphelins Baudelaire dans un Happy Meal McDonald's. Et ça, je pense que j'ai jamais su les ventes, mais ça c'est sûr que c'est offert, ma plus grosse vente. Ça, je veux pas le savoir. D'accord. Je veux pas le savoir. Le plus diffusé déjà pour la purée là. Oui, c'est Asmodée. La purée, c'est Asmodée. On va dire. Non, mais c'est jamais. C'est pour savoir comment les droits étaient reversés sur un truc comme ça. J'ai fait des tas de travail. J'ai bossé sur un jeu. Il y avait un Disney qui s'appelait Atlantis. C'est pas Disney, je crois. C'est DreamWorks, non? Peut-être. Ah non, c'est Disney parce que j'ai pris.
Atlantide et c'est Disney, on est d'accord. Parce que là, je me suis pris le style guide et les juristes de Disney dans la gueule, j'ai morflé, vraiment. C'était extrêmement compliqué. Et ben, pour Casper et Vico, ça a été beaucoup plus cool, vraiment. Ah ouais, vraiment. C'est bizarre, c'est étonnant, hein, quand même. Non. J'ai fait aussi des jeux Bob l'éponge. La recette du Capitaine Krabs et les 500 miles de Bikini Bottom. Mais ça, c'était volontaire. T'en as gardé un exemplaire chez toi quand même? Non, t'as pas un musée de Non, j'ai rien de tout ça. Le jeu de course d'Arthur, je l'ai. 13 la mission, je l'ai même pas. Mais par contre, Bob l'éponge, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, le dessin animé très rigolo. C'est vraiment très bien. Donc ça, c'est voilà. On a parlé un tout petit peu de presse, mais t'es un amateur de presse papier notamment. Oui. Puisque moi j'ai très souvent croisé ton nom au fil des magazines, j'en ai mis quelques-uns. Ah non, il manque Backstab, c'est le majeur Backstab. Alors désolé, pardon, mais... Il y a des jeux que j'ai fait vendre en France, je pense, deux principalement, Space Hulk et Shadowrun. Je pense que ces deux critiques-là, elles ont fait vendre vraiment les jeux, hein. Et puis c'est quand même Cassius Belli qui m'a fait moi-même, pour Bitume, hein, c'est Pierre Rosenthal, je lui dois tout, je lui devrais tout le temps, enfin tu vois, c'est lui qui m'a sorti du caniveau. Je te prends dans un trop gros caniveau, mais j'étais dépanneur télé, hein, donc c'était quand même, j'étais limite, hein. Ça allait pas durer. Et ça allait pas durer. Il y a toujours des télés, hein. Il y a toujours des télés, mais là tu les répares plus, hein. Et donc voilà, c'est Cassius Belli qui m'a fait décrire. Ravage, oui, j'ai écrit dedans un peu au début, et puis Trick Track, pendant une période, où j'aimais bien. Oui, on t'a vu. Alors Trick Track, c'était à l'image plutôt. T'écrivais pas pour Trick Track. Non. Bon, quelques trucs, mais non. Ravage, je t'ai côtoyé parce que moi je dessinais pour Ravage et toi il me semble que t'écrivais dedans pendant la période où je dessinais. Ouais. Donc on s'est croisés. Alors c'est rigolo parce que quand on discutait avec des gens qui écrivaient dans Ravage, j'ai été frappé par le fait que très souvent je leur disais moi aussi je fais des trucs dans Ravage, et puis ils me répondaient par contre je lis pas le magazine donc je savais pas. Et très souvent les rédacteurs de Ravage lisaient pas forcément les articles des autres. Le plaisir de partager c'est assez fort chez tous ceux qui travaillent en presse. Par contre, ils n'ont pas toujours le temps de lire tout ce qui se fait partout. J'ai découvert des copains comme ça qui travaillaient dans le même magazine que moi sans le savoir. Tu fais plus du tout ça? Non, je fais plus du tout. Non, je fais plus du tout de presse. Il y a aussi des moments où je travaillais dans la presse de jeux vidéo. Je faisais des solus de jeux vidéo. Des gros trucs, genre Ultima Assist, des trucs comme ça. Ça c'est encore autre chose. Qui était compliqué à faire parce qu'il fallait faire des sauvegardes à plein de moments, prendre des notes de des jeux, on en parlait tout à l'heure en antenne. J'aurais jamais fait des solus de Witcher ou tout dans ce genre où c'est 100 heures, mais déjà tu vois, j'avais fait Ultima Underworld 2 je crois, c'était il y a très très longtemps. C'était déjà bien du 20-30 heures, fallait que je le fasse 2 fois. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui ça te verrait que... je sais pas comment ça marche aujourd'hui avec des mais ça me plaisait énormément, et puis Backstab surtout, alors j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que avec Backstab j'étais rédacteur en chef, pas tout le temps, hein. Au début il y a eu Benoît Claire qui était avant qui était de SPSR et qui avait fait Miles Christie, tout ça en jeu de rôle. Il était rédacteur en chef après, mais bon, pendant la période où j'ai été rédacteur en chef, je me suis vraiment vraiment éclaté. On a fait vraiment n'importe quoi, des trucs extrêmement provocateurs. Je me suis vraiment bien éclaté à ce moment-là, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce que je le referai? Je suis pas sûr. Rédacteur chef, c'est peut-être très très prenant, mais écrire des articles ou participer. Parce que sur Trick Track, moi j'adorais te voir régulièrement. C'est pas si vieux que ça que tu étais encore présent pas mal sur Trick Track. C'est pas si vieux que ça. Mais vous voyez, Croc, c'est quand même une figure qui a pas sa langue dans sa poche et qui a du plaisir à parler naturellement à l'image, donc c'est un plaisir pour tout le monde. On en parlait avec Sylvain qui est pas là sur ce canapé, mais lui donc te connaît par les vidéos Trick Track notamment. Surtout qu'il fait pas ce genre de jeu, lui de base, il fait pas les jeux que tu fais en tant qu'auteur. Donc c'est normal aussi qu'ils ne connaissent pas forcément ces jeux-là. T'as une présence qui est très agréable à suivre. Ouais, le truc c'est que souvent j'aime bien faire un peu le sniper, j'aime bien être un peu provocateur, et c'est vrai que le milieu du jeu devient quand même beaucoup plus grand public. Et c'est pas, je suis pas sûr que ça soit. Puis bon, après là maintenant ils font d'autres types d'émissions et tout ça, donc c'est pas. Pour le cas, oui, mais bien sûr, mais en ce qui concerne Trick Track.
évidemment, mais après il y a de la place pour tout, hein. Je pense qu'effectivement le milieu a pas mal changé. Il y a aujourd'hui des joueurs qui sont pour beaucoup, nous on le voit sur nos émissions, pas mal de ceux qui nous suivent sont amateurs surtout de petits jeux d'ambiance. Mais ça n'empêche que cette liberté de parole qu'on a aussi, nous, hein, on n'hésite pas à dire ce qu'on en pense avec beaucoup de liberté, elle est absolument indispensable. On ne peut pas que écouter des gens qui vont vous présenter les choses à la sauce Michel Drucker. Ouais, mais il faut même aussi... si le canapé est rouge. Hein. Ouais, mais il faut aussi voir que c'est quand même si Backstab c'était il y a, c'était 10-15 ans, l'industrie du jeu elle a changé quand même. C'est-à-dire que maintenant il y a des trucs. Par exemple, on avait une règle bien précise dans Backstab, je me souviens très bien, c'est que s'il y avait au moins 3 poissons ou fruits de mer sur un jeu, on lui mettait 0. Tu peux plus faire ça maintenant. Ah bah c'est rigolo. Ouais, alors on l'avait fait pour un supplément, c'était sur les requins-garous dans Werewolf, le jeu de rôle. Bon, c'était mérité, les trois. Il y avait une étoile. Alors, une étoile de mer, c'est pas un mollusque, on est d'accord. Soyons précis. Mais voilà, il y avait 2 poissons, un escargot, donc on avait tag 0. Voilà. Maintenant, c'est vraiment devenu un métier un peu plus sérieux, quand même. On peut pas faire ça. C'est-à-dire que le jour où Asmodée sort un jeu avec 3 poissons sur la couverture, je peux pas mettre 0. Ouais. Tu vois, c'est... Tu vois, et en même temps, maintenant, on est à l'époque des influenceurs, c'est-à-dire une époque où le paraître a plus d'importance peut-être que ce qui est écrit. En tout cas, l'image prend une importance qui est capitale. Alors, ce qui m'avait vraiment rire, là, c'est quand j'avais fait la partie de Judge Dredd. Non, la partie de Judge Dredd, ça allait. La partie de Pathfinder 2. Chez Blackbook. Ouais. Qui sont, eux, habitués à avoir du sérieux, enfin, du real gaming, là, avec Chatham et tout leur groupe c'est des acteurs. Oui, bien sûr. Et je me suis pris une volée de merde dans la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce connard? Et alors, mais ça me faisait rire parce que le mec, c'était, en parlant de moi, on voit bien que ce type n'a jamais joué au jeu de rôle de sa vie. C'est dingue. Et alors, s'il n'y avait pas que moi qui prenais, qu'est-ce que c'est que ce barbu qui arrête pas de hurler en parlant de Fall et tout? Mais sauf que ce jour-là... Vous êtes amusé? Alors, c'est pas qu'on s'est amusé, c'est que dans le groupe de Maxime Chatham et tout ça... t'as l'impression d'être à Polytechnique et moi j'étais à Trappes en fonderie va tenir mon fils. Et puis alors j'ai mal assuré parce que à gauche j'ai mis la nana que je connaissais pas qui finalement était polie elle, donc elle parlait que quand je lui adressais la parole. Je lui ai jamais adressé la parole parce que j'avais les 3 cancres là à côté du radiateur. Mon fils qui est normalement un peu timide, mais il voulait se la jouer, il voulait tenir tête à Fred Henry et à Fall. J'ai vu ces polémiques-là. Les autres, ils étaient en live, et puis j'avais les 2 autres gentils sur la gauche, et j'ai pas regardé, et alors tout le monde m'a dit, ouais, en plus il est misogyne, il regarde pas la fille. Ouais, je regarde pas la fille. Ça, j'étais déçu parce que je la regardais pas, parce qu'elle parlait pas, parce que je pouvais pas, parce que les autres, ils accumulaient le truc. Et donc, là, cette polémique-là, elle m'a fait rigoler, parce que de temps en temps, t'avais un mec qui faisait bah ouais, mais quand je joue chez moi, ça ressemble quand même plutôt à ça. Je fais bah oui, évidemment, le jeu de rôle, ça ressemble à ça. Ce que tu vois, ce qu'ils font Black Book, c'est faux. Enfin, c'est faux. Non, ou c'est comme les figurines de Game Workshop dans le White Dwarf. Jamais ou pas comme ça. C'est la grande majorité des gens feront jamais les mêmes figurines. Alors ils te mettent une figurine qui a été peinte en 12 heures par un expert. Ils te mettent 3 pots à côté et il faut mettre d'abord celui-là. Premier éclairage, deuxième éclairage. C'est exactement vrai. Donc voilà. Les hamburgers de McDo. Oui, voilà, les hamburgers, c'est pareil. Ceci dit, en jeu de rôle, tu peux avoir des parties qui ressemblent aux deux. Hein. Enfin, moi, mes parties, dans la même soirée, j'ai des moments Chatham et puis j'ai des moments propres. Quoi. Enfin, bon, voilà. On va jouer à la boîte monstrueuse. Oulala. Oui, on est parti sur Cthulhu, donc je me suis dit, on va sortir une boîte qui est un petit peu monstrueuse. Et voici une boîte incroyablement monstrueuse. Mais c'est un jeu bien, ça. En tout cas, ça ressemble vraiment au genre de jeu que j'associe à Grégory Privat. Non, mais il y a un jeu pour enfants comme ça. C'est pas un jeu pour enfants. C'est complètement. C'est un truc de Fragger, certainement. C'est un jeu. Non. Alors non, c'est publié par Yellow, par Loki, pardon. C'est la boîte de Box Monster.
Et j'ai mis à l'intérieur, t'as vu, c'est bien fichu parce qu'on sait pas. Ouais. J'ai mis des éléments de jeu, on va voir si tu connais bien tes jeux. Alors je te l'ai pas proposé parce que tu m'as dit que tu connaissais assez peu de jeux, c'est vraiment un jeu pour Croc. Si tu arrives à trouver. Alors là, t'es sorti de côté. Ah bah quand tu mets ça dans un truc, ça sort de l'autre côté en général. C'est de nos jeux à nous? Ah bah c'est de... peu importe, t'essaies de... Mais il y a plein de trucs, il y a pas tant de trucs. Alors oui, mais c'est le même jeu. Ah, j'ai été sympa, j'ai mis plein d'éléments du même jeu à l'intérieur. Si t'arrives à trouver ce dont il s'agit... Splendor. Ah bah, on sort les pièces, tu vas pouvoir vérifier. Alors, je te dis dans quel ordre je les ai eus. Donc je me suis dit, bah ça, c'est une carte, mais je vais avoir du mal à trouver. Ça, je me suis dit, alors j'ai pensé à Splendor. Ouais. Puis quand t'as dit que c'est un seul jeu, moi j'ai cherché si je trouvais des jetons et puis je l'ai trouvé. Bravo. Alors t'as fait un point. On va voir si tu t'en sors sur chacun d'entre eux. Ah, mais c'est un d'autre. Eh bah oui. Ah oui, parce que ça... parce qu'un seul c'est trop facile. Ah ouais. Deuxième jeu. Alors attention, là, si tu le trouves vraiment, t'as le niveau. Je trouve rien déjà. Mais t'es sûr que je le connais? Ah oui, je pense. Mais c'est vraiment dur, là. Là, j'ai été un peu vache sur ce jeu-là en particulier. Alors, en sachant que le jeu de manipuler et d'observer à l'aveugle, je l'ai fait avec Sébastien Pochon uniquement avec les thermoformages. Et il a réussi à les identifier. Un niveau de thermoformage qui est incroyable, c'est dans le canapé qu'on a réalisé avec l'autre équipe de Space Cowboy. Il y a des jetons qui sont quand même très spécifiques, si tu as réussi à obtenir les petits jetons. Oui. Alors, jeton très spécifique, un dé qui est en bois, donc il est gravé, donc en théorie je devrais pouvoir reconnaître les symboles dessus avec le doigt. Oh, c'est pas simple. Deux cartes aussi. Carte format normal. Et il y a bien deux jetons, c'est tout. Oh, il y a plus de jetons dans la boîte de jeu évidemment. Mais non, mais là il y en a deux. Oui, j'ai dû en mettre deux. Donc c'est mais tu sens les petites dents? Ouais, c'est des étoiles. Enfin, c'est des étoiles ou des trucs dans ce genre. C'est pas très épais, donc c'est pas du FFG. Ouais, c'est vraiment... à l'aveugle, c'est presque impossible. C'est brillant. Tu trouverais ça, franchement... C'est des pions brillants. Je serais très impressionné. C'est un jeu qui a eu moins de succès qu'il... Mais c'est de chez nous. Ouais, c'est de chez vous. J'ai donné beaucoup d'indices. Mais on sent que Croc ne veut pas donner sa langue au chat. Final Touch? Non. Ah non, allez, j'ai pas pensé à Final Touch. Ah non, je sais pas. Eh ben, sur les pièces. Allez, hein. Sur les pièces. Ouais, bien sûr, It's the Road. Oui, si, ça, j'aurais dû le savoir. Ah bah, mais en touchant, c'est pas évident. C'est pas évident. Juste en manipulant les différents éléments, on n'arrive pas forcément à identifier les choses. Ouais. Et puis là, j'aurais pas pu. Les symboles est trop compliqué. Et ça, c'est un jeu que vous n'éditez plus. Il nous en reste peut-être. Hein. Mais ouais, bah en plus c'était mon jeu de zombies. Alors celui-ci, normalement c'est le facile. Claustrophobia. Mais cette rapidité. Ouais, attends, regarde ce qu'il a mis dedans. Alors note bien, tu sais qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Tu peux le laisser sortir. Ça aurait pu être Formule D. Hein. Ça sort de Formule D exactement. Parce que ces trucs-là, on les a récupérés. Tu connais l'histoire. Bah oui, puis j'ai Formule D aussi. Donc oui, donc t'as bien vu qu'on avait fait de la honteuse. J'ai osé mettre une figurine, mais c'est prendre un risque sur le fait de la casser en la manipulant à l'intérieur. Oh non, tu ne l'as pas cassé, je regarde des figurines qui étaient pré-peintes. Hein. Ouais. Alors faut pas dire pré-peinte. D'accord, pardon. En fait, faut dire peinte. Oui. Parce que de toute façon, pré-peinte, ça voudrait dire qu'on l'a pas derrière, on l'a pas peint. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, quand un jeu n'est plus édité, on a tendance à l'aimer encore plus, comme s'il avait quelque chose de précieux et de rare. Mais il y a des jeux qu'on achète pour ça. Hein. Parce qu'ils sont plus édités. Non, parce qu'ils risquent de plus être édités. Oui, bah oui, il y a un petit peu de ça, ouais. C'est chez nous. Ah, cherche un petit peu, je te donnerai des indices. Non, parce que j'ai potentiellement trouvé, mais... Il a eu 2 noms, le jeu, on est d'accord? Oui. Ouais. Donc c'est identique. La peur et la petite mort. Ah non, c'est pas identique. Ah, c'est pas identique, non, merde. Mais il a eu 2 noms, il me semble. Hein. Dis ce que tu vois. Ah si, d'accord, c'est qui tout double. Non plus. Putain, merde. Qui to Double qui a été réédité. C'était quoi le nouveau Gambit 7 Gambit 7, effectivement, dans Laser Wonder. Et identique en... Ouais. Comment c'était le nom avant?
Identique, c'était Duplique maintenant. C'est devenu Duplique. C'était identique le nom d'avant. Oh bah merde. Parce que là, il y a un marqueur avec une petite éponge là. Ah, alors c'est le jeu où tu dois Looney Quest. Non, du tout. Non, il y a alors le truc sur lequel t'écris, il est petit, il est grand comme ça. Et en plus, il y a une feuille de papier énorme. Ah, il y a autre chose. Ah, il y a un dé aussi. Un dé en bois encore. Putain, il nous poursuit que c'est des en bois, lui. Et une petite feuille. Je crois bien qu'il a eu dedans. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble. Genre une feuille de score. Ouais. C'est la feuille qui aide le plus. Hein. Ouais, non, c'est la feuille où t'écris, je pense plutôt. Hein. T'as pas trouvé le sablier? Un jeu où tu dessines avec un feutre effaçable sur une feuille. C'est quand même un sablier énorme. C'est une feuille classique ou Non, si, je viens de choper le sablier et il est énorme. Quand même, j'ai mis tout le matos à l'intérieur de ce jeu. Et en fait, le nom du jeu m'échappe. C'est un party game, donc ça va être dur. Oui, c'est un sablier, tu sais, avec des bords carrément énormes. Ah. Mais c'est chez nous, ça. Et chez nous, pas Space Cowboy, on est d'accord. Non. Est-ce que j'ai fait un gros... Un sablier énorme. Jouez chez vous pendant ce temps-là. Hein. 2 feuilles. Putain, j'étais persuadé que c'était identique, quoi. C'est du papier. Les feuilles, c'est pas du plastique. C'est du papier. Alors, il y a un truc sur lequel on écrit avec le feutre effaçable. Donc, c'est peut-être le score. Et il y a des petites feuilles. Alors, je crois que c'est Marabunta, si je ne me trompe pas. Non, bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui, c'est surtout la couve, parce que c'est des gens d'Asmodée sur la couve. Par contre, je me souviens plus du nom du jeu. Le jeu sur la bourse, évidemment. C'est moi qui ai voulu qu'il soit édité. Alors, il y avait Master of... Non, c'est pas... il n'y avait pas ça comme nom parmi... Parce que moi, j'ai le souvenir de 2 noms. C'est possible. J'adore il avait un nom d'origine et c'est pas le même en français, c'est bien ça. Oui, voilà. Ouais. T'as pas joué, c'est un truc de simulation boursière. Ah bah tu peux sortir... Tout le monde se met hurler. Tu peux sortir le matériel, on va peut-être retrouver le nom. Voilà. Mais oui. Le look était génial aussi en plus. Ah, il y a du Wall Street dedans, non? Bon, Wall Street. Panic à Wall Street. Panic à Wall Street. Et le titre en anglais, c'est Master of quelque chose. Bon, j'ai trouvé quand même. Ça a mis du temps. Hein. Il est génial ce jeu. Vraiment un très bon souvenir parce qu'il y avait... on joue 2 rôles à l'intérieur. C'est ça. Tu joues les mecs qui vendent, les mecs qui achètent. C'est génial. Et alors, tout le monde est calme et tout le monde se met à hurler comme des gorées au bout de 5 minutes. C'est bien Marabunta, hein? C'est Marabunta. Et il y avait encore un dé en bois. Il y a plusieurs jeux avec des dés en bois. Et là, le dé il est en bois parce qu'en effet, c'est années 50 et machin. Je l'avais oublié un peu le jeu. Hein. Mais t'écris pas là-dessus du coup. Une subtile envie de saucisse avec le dessin. Master of... Ah, mais on s'est éclaté. Wurstube, la saucisse en tube. C'était génial. On va des sorties de jeux qui sont un peu avec du second degré. Parce que c'était aussi très bien. Bah voilà, celui-là, je suis très, très content de l'avoir. Je le garde précieusement si vous n'avez pas ce jeu. Si vous le trouvez d'occasion. Les feuilles de papier, c'était des billets. Ouais. Alors je veux te dire, des jeux chez nous, il y a des billets, il n'y a que celui-là. Bah oui. C'est ça qui m'a fait penser. C'était le gros indice. Ouais, c'était le gros indice. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, on va s'arrêter là-dessus, sur ce petit jeu un petit peu rigolo. T'aurais pas l'idée, vu que t'as quand même de la place dans ton truc, là, ouais. T'aurais pas l'idée de faire des jeux un peu, pas plus sérieux, mais plein de jeux comme ça, et de recevoir plein d'auteurs, et qu'on fasse un vrai truc avec des scores et tout? Mais si, tu sais, les conneries de TF1 de le best-of des animateurs et trucs. Ouais. Tu pourrais faire ça avec des éditeurs et tout ça, ça serait hyper sympa. Quand on a l'occasion de faire des petits jeux à l'intérieur de nos formules, on le fait systématiquement. On essaye de s'amuser au maximum. Le jeu de société, c'est quand même des gens qui s'amusent à la base. Ah ouais. Donc, quand on a la possibilité de s'amuser un peu... Qu'il n'y a rien de grave. Ouais. Non, voilà. C'est du jeu. Donc nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur notre chaîne. Je vous remercie vraiment d'être venu, de vous être prêté au jeu de l'interview. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés parce qu'il y aurait plein de choses à raconter dans nos formats. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur le canapé ou en bas dans le studio. Et je te promets, on fera des petits jeux. Si tu aimes bien ça, moi j'adore ça. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.